BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, on va parler effectivement également des cryptos avec nos experts. Nathalie Janson vient de nous rejoindre. Bonjour Nathalie. Bonjour Guillaume. Bienvenue, ravi de vous retrouver, professeur à la Neoma Business School. Vincent Bois aussi nous accompagne depuis les bureaux d'IG. Bonjour Vincent. Bonjour. On est ravi de vous retrouver Vincent. Bon, sur les marchés, on le disait, c'est mitigé aujourd'hui, voire en baisse sur le CAC 40. Mais c'est le cas aussi sur Bitcoin. On est en repli, 26 780 $ pour un Bitcoin en ce moment. Oui, tout à fait. Même s'il baisse en soi, on est toujours dans le même range. On reste sur le même niveau depuis un mois. 28 000 $ à la hausse et les 25 800 à la baisse. Donc pour le moment, pas de prise de décision finalement, même si, comme on le disait la semaine dernière, plutôt sur une perspective de correction un peu plus importante, sans une accélération, d'aller chercher des niveaux un peu plus bas. Mais pour le moment, et on peut rester encore dedans, comme sur les marchés traditionnels mitigés, ici nous avons ce range et donc il faut prendre une décision, aller chercher le dépassement des 28 100 $ à la hausse pour essayer de retenter un test sur les 30 000 $. Et c'est plutôt un risque baissier si on vient casser les 25 800 $ et donc toujours les mêmes niveaux puisque nous sommes toujours dans ce range depuis près d'un mois et donc sous les 25 800, d'aller tester les 25 000 $, voire un peu plus bas. Sous les 25 000 $, on en parle depuis ce range, depuis près d'un mois. Sous les 25 000 $, c'est une accélération qui pourrait nous amener vers les 22 500. Mais toujours, pour le moment, on peut encore évoluer dans ce range pendant des séances, pendant quelques semaines. Donc, il faut surveiller ces deux niveaux qui pourraient nous permettre de prendre une décision, 28 100 $ à la hausse ou les 25 800 à la baisse. Et puis on verra le 15 juin, quand la Fed annoncera sa décision politique monétaire, quel impact ça aura sur Bitcoin, parce que si on a une pause dans les hausses de taux, tout le monde nous dit, oui, mais quand les taux ne monteront plus, le Bitcoin en profitera sans doute. On verra, ce sera un test. On verra aussi quelle tonalité adoptera le patron de la Fed, Jérôme Powell. Peut-être qu'on aurait une pause le 15 juin pour, malgré tout, nous servir une nouvelle et peut-être dernière hausse de taux au mois de juillet. On va suivre ça, ce sera dans quelques jours, bien évidemment. Sur l'Ether, 1867 $ en ce moment pour un Ether. Comme le Bitcoin, l'Ether recule pas mal aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue technique, en tout cas, Vincent ? Alors, de la même manière, au niveau technique, on en parlait de la même façon, se présente peut-être un peu mieux avec ce maintien au-delà de 1800 $, mais depuis quelques séances, en tout cas quelques journées, c'est bloqué sous les 1890. Ce niveau qu'il fallait dépasser pour essayer justement de casser ce range, d'aller chercher les 2000, 2050 $. Et puis, encore un échec ce week-end sous les 1890, nous ramène un peu plus proche des 1800 $. Nous sommes sur les 1870, donc pas de retour en dessous du range qui pourrait nous amener peut-être justement à une cassure et à une accélération. Mais de la même façon, on surveille. Il va falloir prendre une décision, mais pour le moment, c'est mitigé. Et donc, tant qu'on n'a pas cette cassure à la hausse au-delà des 1890 ou à la baisse sous les 1800 $, ça reste en hésitation. Sous les 1800, en revanche, attention à une accélération, à un nouveau test des 1730, voire à une accélération comme ce niveau dont on parlait sur le Bitcoin, sur les 25 000, ici, ce serait les 1730. Donc, une hésitation, il va falloir être patient et attendre justement une cassure par la hausse ou la baisse. Merci Vincent Bois avec nous depuis IG. Merci. On rappelle d'investir en crypto seulement l'argent qu'on est prêt à diversifier. Nathalie Janson nous accompagne. C'est vrai qu'il évolue au jour le jour cet écosystème et il trouve face à lui des concurrents inattendus. On va parler des stablecoins et de ce concurrent inattendu pour les stablecoins, les banques centrales elles-mêmes. Et notamment la Fed, puisque le lancement de FedNow, ce nouveau service que propose la Réserve fédérale américaine, ce lancement semble désormais imminent. On peut peut-être rappeler ce qu'est FedNow et pourquoi ça viendrait concurrencer les stablecoins en l'occurrence, Nathalie ? Alors oui, c'est une histoire un peu intéressante parce qu'on voit qu'effectivement les crypto-monnaies ont quand même suscité des réactions de la part des banques centrales et notamment il y a deux réactions. Donc aux États-Unis, en tout cas, ça s'est concrétisé par ce projet de FedNow. Donc ça faisait longtemps que effectivement le système, il faut savoir, de compensation, donc de transfert des paiements, de finalisation des paiements entre banques, en fait, est moins efficace que le système européen. Donc il était en retard un peu historiquement. On a un système américain qui est un peu fragmenté depuis toujours et donc voilà, il a toujours eu cette réputation de pas être très très efficace. Et vu la montée en fait en puissance des cryptos et en particulier des stables beaucoup plus qu'en Europe, puisque les stablecoins sont quand même majoritairement libellés dollars, et bien effectivement on voit que ça a eu comme un impact positif, c'est-à-dire que la Fed s'est mis en rang et s'est décidé en fait effectivement
effectivement a donné un coup de modernité, un coup de jeune à son système de compensation des paiements, et donc sort là FedNow de façon, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, mais là visiblement c'est sur le point d'être lancé, et certains effectivement se disent si FedNow est lancé, ça veut dire que les stablecoins auront moins d'intérêt. Donc ça c'est la deuxième réponse souvent, c'est d'avoir aussi une monnaie banque centrale digitale, mais là aux États-Unis on en est vraiment loin. Là FedNow c'est une vraie première étape. Donc pourquoi est-ce que ça pourrait évidemment concurrencer les stablecoins? C'est parce que c'est un système donc de transaction immédiat. Avec un coût de transaction relativement faible. Donc effectivement, on pense bien que les stablecoins, c'est leur point de force, c'est qu'elles permettent de faire des transactions très rapides à des frais moindres. Comme c'est en stable dollar, là on retrouve l'aspect dollar. Mais bon, là où le FedNow est limité dans sa portée, c'est qu'évidemment, ça ne concerne que le dollar lorsqu'on a un compte aux États-Unis. Donc on voit bien que là, évidemment, la portée, c'est sur le marché américain, mais ça n'empêche que la demande sera toujours forte pour les non-résidents américains qui vont largement préférer utiliser encore les stablecoins, qui sont en plus, eux, décentralisés, qui permettent à des gens qui ne sont pas bancarisés d'utiliser. Et puis, si on veut aussi voir un petit peu plus loin, si on regarde en fait les paiements qui ont pu avoir lieu en stable par rapport à des transfrontaliers, c'est-à-dire que vraiment sur le paiement international, les stablecoins ont réussi à couvrir 17 trillions, donc 17 000 milliards, puisque trillions n'existe pas en français, contre, si on regarde PayPal, a enregistré à peine 2 000 milliards. Donc on voit bien que on est quand même sur une portée, même si FedNow a un impact, c'est pas négligeable comme nouvelle, les stablecoins ont encore quand même une belle vie aux États-Unis, même si on attend aussi la régulation qui se fait toujours attendre, qui avance un petit peu sur le reste, mais pas sur les stables. Oui. Et donc un concurrent inattendu peut-être pour les stablecoins quand même, FedNow, ce service désormais imminent que proposera la Réserve fédérale américaine. On voit quand même les vertus de la concurrence. La Fed a vu émerger les stablecoins et leur efficacité, elle s'est dit « Oula, faut peut-être que je me mette à la page moi aussi ». Voilà. Oui, c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Et comme ils sont toujours pas prêts quand même sur la monnaie banque centrale digitale aux États-Unis, c'est un débat un peu plus compliqué qu'en Europe, surtout sur le point de la privacy. Je pense que c'est un point qui coince beaucoup aux États-Unis. Au moins, c'est un premier pas, qui a été réalisé. Et puis alors, il y en a qui ont le sourire en ce moment dans l'univers des cryptos, ce sont les mineurs. Pourquoi ? Parce que les prix de l'énergie ont quand même largement baissé ces derniers mois, et puis parallèlement, les frais sur Bitcoin ont beaucoup augmenté. Pour les mineurs, c'est vraiment Byzance. Et cerise sur le gâteau, aux États-Unis, les mineurs vont finalement échapper à un projet de taxe dont tout le monde parlait ces dernières semaines. Ce projet de taxe finalement ne verra pas le jour ? A priori, oui, il ne verra pas le jour. C'est en même temps que les discussions sur le plafond de la dette. Et en fait, à l'occasion du plafond de la dette, exit la taxe sur les mineurs qui devait quand même atteindre 30%. Donc c'était pas négligeable. Évidemment, le premier État qui s'inquiétait, c'était le Texas, parce qu'ils ont, ils regorgent de mineurs qui sont venus s'installer là-bas. Et puis il y a plein de projets aussi prometteurs en termes de diversification d'origine d'énergie. Donc c'est vrai que ça a été accueilli comme une très bonne nouvelle pour en tout cas le secteur du minage là-bas, parce que sinon on aurait pu avoir c'était pour une fois qu'effectivement le minage avait de meilleures conditions, bénéficiait de meilleurs auspices, ça aurait été effectivement plutôt une mauvaise nouvelle. Bon, par contre, on avancerait peut-être sur la régulation des crypto-monnaies par ailleurs, donc on a laissé tomber ça, mais on avancerait à nouveau. Il y a un nouveau projet de loi qui est en discussion, qui va être présenté, où à nouveau on se dit qu'on va séparer la régulation entre d'un côté la SEC, de l'autre côté la CFTC, comme on le présageait un peu, avec une classification soit en securities, soit en commodities, avec comme critère de distinction le fait que le token en question est décentralisé ou pas décentralisé. Donc on s'acheminerait vers cette régulation, mais il y a encore beaucoup de doutes. Mais en tout cas, c'est un peu... les États-Unis, je pense, là, sont quand même un peu pressés par ce qui se passe aussi dans l'écosystème, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, ça y est, on y est. Hong Kong, lui aussi, a lancé sa régulation début juin, donc avec un système quand même un peu similaire à l'Europe. En tout cas, c'est des licences, là aussi, avec des conditions qui varient
sans doute entre l'Europe et Hong Kong, mais c'est un peu le même esprit. Et on voit que Binance, qui effectivement s'est fait beaucoup malmené aux États-Unis et puis qui en ressort un peu avec des bleus, eh bien se rapproche de l'Europe et dit qu'effectivement l'Europe, puis finalement c'est peut-être mieux parce que c'est plus stable, qu'on a un cadre qui est qui l'eût cru. voilà. Et oui, donc effectivement qui l'eût cru et qui a même aujourd'hui, je crois, dit qu'il renoncerait à toute crypto-monnaie anonymisée pour pouvoir effectivement montrer à quel point il est coopératif avec les autorités de régulation. La part de marché de Binance recule. Ils sont passés sous les 50%. Tout à fait. Ils ont chuté de 16% en l'espace de quelques mois à cause des attaques de la Fed qui déstabilisent en fait la stabilité en fait du cadre qu'offre Binance, puisqu'ils étaient attaqués à la fois par la SEC et à la fois par la CFTC pour le même motif d'ailleurs. On leur reprochait pour le coin Binance d'être à la fois une commodity et à la fois un titre financier. Donc c'était un peu perturbant en effet. Effectivement. Et parallèlement, Tether qui cartonne. Et oui, et Tether qui cartonne. Alors aussi, c'est quand même incroyable parce que tout le monde est tombé à bras raccourcis sur Tether il y a à peine un an. Enfin bon, on a souvent parlé de Tether, ça fait beaucoup, souvent l'objet de procès sur Tether, sa stabilité. Et effectivement, Tether sort le grand gagnant de cette concurrence puisque Binance, à cause des autorités, s'est vu en retrait et USDC, à cause des faillites bancaires, en fait, s'est retrouvé malmené. Donc Tether, plus que jamais, qui a même annoncé qu'il allait investir ses réserves un peu en Bitcoin. Il a l'intention d'investir 2%. Donc c'est assez intéressant, en tout cas, leur succès. Nathalie Janson et ce panorama de l'écosystème crypto. Merci beaucoup, Nathalie, d'être passée nous voir. Merci, Guillaume. Professeur à Neoma Business School et régulièrement dans les experts aux côtés de Nicolas Dose ou dans Good Evening Business. Bon retour, Nathalie. Le CAC 40 est toujours en baisse. On est au plus bas du jour sur le CAC, moins 1% quasiment. Allez, on est à 7209 points. On était même passé il y a quelques secondes sous les 7200 points à la Bourse de Paris. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.